On dit que la plaie elle brûle, mais quand le moment est venu de négocier ton salaire ou ton TJM, est-ce que c'est si important que ça que ton ESN ait un label Bicorp? C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui au DevLille. Je vais poser la question aux porte-parole des sociétés qui ont fait les labels, mais également aux collaborateurs, aux collaboratrices qui sont innocemment en train de se promener entre les stands. C'est parti? Prendre le train au lieu de prendre l'avion pour aller chez son client, c'est bien. Mais si ton client c'est Total ou Air France, est-ce qu'on est toujours dans le game? Moi ça m'embêterait, aujourd'hui on fait pas. Actuellement j'ai fait ce choix-là finalement. Ouais. Dans la société à laquelle je suis, je finale un salaire un peu plus faible que ce que je pourrais avoir chez la concurrence. Pas respect pour des valeurs, je pourrais dire société à mission, mais même ça s'adapte pas parce que l'entité légale n'est pas en France, donc il n'y a pas pas Bicorp, etc. Mais le fond y est. Quand on connaît un petit peu les engagements de Total, le secteur de Total, l'énergie, on pourrait se poser des questions. Ouais. Je peux remettre en question si je devrais travailler sur un projet en lien avec Total. Pas forcément une bonne nouvelle. Non. Bon, après, c'est chacun ses convictions personnelles, mais moi, pour le coup, c'est pas forcément le genre d'entreprise avec qui j'aurais envie de travailler. Est-ce que c'est des gens qui vont être exécutants et qui vont faire ce que Total leur a demandé de faire? Est-ce que c'est des gens qui vont aller influencer, plutôt conseiller et qui vont avoir un vrai pouvoir d'influence pour essayer de transformer un peu la façon de faire? Je suis plutôt du genre à dire je veux pas aller là-bas, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui veulent changer de l'intérieur et s'il y a des gens qui arrivent à le faire, faut aussi les soutenir. Enfin, il n'y a pas qu'un seul mode d'action. Moi, justement, je recherchais un métier qui avait du sens. Là où j'étais avant, donc pas forcément dans le côté traiteur, mais dans le côté environnemental. Et j'avais envie justement d'accéder à un métier qui me permette de limiter le déchet. À la base, c'était surtout ça qui est venu vers moi. Et puis, moi, je suis passionnée de cuisine locale, etc. Vous avez déjà fait avant? Un peu, ouais. Un peu. Et justement, c'était l'engagement de la consignerie qui était encore plus fort que là où j'étais, qui m'a donné envie de rejoindre. Et puis, c'était aussi global, donc au niveau déchets artisanat, locaux. C'était vraiment un peu comme justement le label Bicorp, même si à la base, quand je suis arrivée, il n'avait pas encore. Mais en fait, ça a toujours été dans l'ADN de la consignerie, donc c'est ça qui m'a plu et qui m'a donné envie de les rejoindre. Le label RSE, pour moi, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est des valeurs que je partage et pour moi, c'est important quand on travaille de pas juste dire comme le travail, c'est une grande partie de notre vie quand même, notre vie professionnelle, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est important d'avoir des valeurs et que ça soit des valeurs éthiques que je partage, donc qui sont cohérentes avec mon éthique. Je vais aller voir ceux qui affichent Bicorp ou EAM sur leur stand pour voir comment ils gèrent la double matérialité. Tout le monde est associé chez nous et donc en fait pour choisir le label, on a regardé les différents labels qui existaient, type Bicorp, EcoVadis, on a regardé un peu ou Time for the Planet et en fait c'est l'ensemble des associés qui ont décidé par rapport aux actions qui étaient menées. Nous il s'avère qu'on s'est tourné vers EcoVadis qui nous semblait accessible par rapport à une taille. Pour nous ça représentait à nous donner des KPI, à nous challenger, à se mettre aux normes sur certaines choses. Principalement, ça va être recyclage de ce qu'on peut mettre en place. Donc, ça va partir de poubelles, la consommation d'énergie qu'on essaye d'optimiser. Par exemple, on s'est challengé sur l'utilisation du chauffage. Oui, tout à fait. On a lancé un premier bilan carbone déjà cette année, très récemment, il y a un mois. Et on a communiqué en interne hier, sur le lancement de la démarche. Donc, on commence les ateliers de sensibilisation cet été et on lance la démarche, c'est-à-dire des ateliers de co-construction pour définir nos piliers stratégiques, nos gros enjeux. Est-ce que je pense que vous allez passer un label après ou c'est plus une démarche C'est purement une démarche volontaire. L'idée c'est de s'y préparer. On est dans l'industrie, donc quelque part ça pourrait venir assez rapidement au fur et à mesure de notre développement de vouloir une certif. Ça peut être aussi pour se préparer d'un point de vue réglementaire. Donc vraiment c'est purement une démarche volontaire. On n'a pas du tout de pression là-dessus sur une certif. On n'a pas de label RSE à proprement parler. On aime plutôt faire des actions concrètes du quotidien, des choses simples, vraies qui nous ressemblent. Par exemple, on a une prime vélo, on appelle ça la prime vélo, c'est une prime de 200 € par an qui est remise en jeu chaque année. Quand on embauche une personne en CDI, on va faire de la plantation d'arbres. On va cibler des projets dans les Hauts-de-France, donc locaux, et on va planter un certain nombre d'arbres en fonction du nombre de personnes qu'on a embauchées. Nous, on est entreprise à mission, donc c'est-à-dire qu'on a 5 engagements statutaires. On va aller à la fois sur l'engagement de réduire notre bilan carbone. On va aller sur la QVT, qualité de vie au travail. Et là, pour le coup, on a tous les semestres un questionnaire anonyme que l'on envoie à nos collaborateurs. Et là, on a une note. Aujourd'hui, elle est de 8,58 sur 10 sur l'ensemble de nos 20 et quelques collaborateurs. On a un soutien à une asso. Aujourd'hui, on soutient le programme Areli avec le programme Émergence. C'est 20 000 € sur 5 ans. Au-delà de l'impact, au-delà du KPI, j'ai envie de dire quali, il y a le KPI financier.
Et un autre KPI, c'est le nombre de jours de mécénat. On a du mécénat à la fois des gens qui sont en intercontrat chez nous, mais pas que, puisque tous les derniers vendredis de chaque mois, on sort nos gars de mission pour travailler sur des sujets impact. Et donc ça, c'est des jours qui se cumulent au global. Voilà, donc on a des sujets, des KPI qu'on calcule à la main pour le moment. Nous, on a du coup un label qui s'appelle Bicorp. Je sais pas si tu sais. Pourquoi ce label est pas un autre? Parce qu'il est très exigeant et avec des gros critères. Clairement, ça nous a pris à peu près 6 mois d'audit et 6 mois de mise en place de documents, etc. Parce qu'en fait, la mise en place était déjà faite. Nous, quand on a créé Hooper, on a déjà mis plein de choses en place, les grilles de salaire transparentes, des ordis reconditionnés. Enfin, on avait déjà plein de choses qu'on avait envie de faire, qu'on a faites. Et en fait, ce label il est venu dire « Ok, on confirme qu'on est dans la bonne démarche, mais en gros, c'est qu'un step, c'est que le début de vers où on veut aller. » Là, on a eu le label, mais déjà, c'est un label sur 3 ans. Donc, il va falloir qu'on travaille d'autres items. Donc, c'est bien parce qu'on a découvert aussi d'autres choses, puisque c'est par 6 items. Donc, nous, on est très bon d'un point de vue collaborateur, mais il faut qu'on s'améliore sur d'autres choses. Et donc, ça, c'est le but des prochains mois et années à venir. On entend parler après de ce qu'il y a derrière, c'est ça. Lesquels? Ecovadis, ouais, principalement Ecovadis, ouais. Ecovadis, pourquoi ça signifie quoi? Ça représente pas? Pas grand chose en fait, justement c'est des choses qui pop comme ça, qu'on entend parler et derrière on sait pas ce qu'il y a. C'est facile de voir des petites actions ou pas mal de communication, mais en fait derrière, en termes d'actions concrètes et vraiment actions à impact, c'est difficile de voir justement ce que ça apporte. Je vais plus regarder les actions en soi que plutôt un label qui va nous promettre quelque... Enfin voilà, le label c'est juste des choses à cocher, tout le monde sait très bien faire ça, mais derrière, après, est-ce que concrètement il y a des actions qui se mettent en place, ça c'est autre chose. Il y avait quoi comme action avant le label du coup? Par exemple, ça a toujours été, en fait, le but de la consignerie, ça a toujours été de rendre accessible l'alimentation durable pour toutes et tous. En fait, petit à petit, on s'est développé sur la partie B2B parce que des sociétés, justement, nous ont appelés en disant moi, je commande chez vous, je suis particulier, mais j'aimerais bien que mes employés consomment également mieux au bureau, donc comment on peut faire? Et c'est comme ça qu'on a monté petit à petit l'offre B2B. Ecovadis, est-ce que ça te parle ou c'est du chinois? Alors Ecovadis, oui. Ecovadis, oui. Ecovadis, ouais. Ecovadis, ouais. C'est quoi les vrais engagements RSE d'après toi que peut prendre une société de service, une ESN? Moi je dirais plus sur la partie qui me concerne, sur la partie recrutement, avec l'inclusion, pas de discrimination, je pense que c'est au moins la base. Et après sur les valeurs aussi qu'on peut porter au niveau de la société, on a fait quand même pas mal de valeurs, d'actions sociétales et environnementales. Ouais. Et je pense que là-dessus, n'importe quelle société d'ailleurs peut jouer et contribuer. Alors on a choisi de commencer par Ecovadis. Parce que c'est peut-être le plus visible sur le marché. On a d'abord passé une première certification Silver. Et puis là, il y a 3 mois de ça, on a obtenu notre certification Gold. Donc ça a été le premier label sur lequel on a travaillé. Et entre-temps, l'entreprise a choisi de passer entreprise à mission. Alors on s'est beaucoup inspiré justement des conseils d'Ecovadis parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose et parce que le chantier RSE est extrêmement vaste. Donc nous forcément nos axes ils sont principalement sociaux et sociétaux de par notre métier. On a moins de leviers environnementaux donc on a beaucoup axé en fait nos KPI là-dessus. Mais c'est clair que le label Bicorp ou un autre pourra jouer parce que ça montre potentiellement un vrai engagement et ça montre que c'est pas que du blabla sur le site pour la com, quoi. La RSE, c'est pas que du carbone, c'est aussi l'impact social. Le plafond de verre, l'égalité des chances, l'égalité des salaires, l'égalité hommes-femmes, l'inclusion. Ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants pour les ESN. Et je me demande si elles les évitent ou si elles ont vraiment progressé sur ce sujet. On est en train de structurer ça. Je suis arrivé il y a quelques mois et on structure toute cette partie-là, de veiller à nos indicateurs. L'égalité salariale s'en fait partie, la formation, l'accès à la formation. Comment proposer des conditions de travail, un environnement aussi bienveillant. Donc c'est justement d'accompagner de la formation soft skills, de sensibilisation. Ça fait partie de ces enjeux. Il y a les enjeux sociétaux aussi, bien sûr, et environnementaux, mais le volet social est déjà assez important en soi et on a matière à faire, quoi. En fait, chez nous, chaque associé égale une voix. Donc c'est comme ça qu'on prend une décision. Donc effectivement sur des choix, donc la mise en place de KPI qu'on va mettre sur du non financier, c'est assez facile financier. Mais par exemple on va se mettre sur la qualité de vie, l'équilibre vie pro-vie perso, comment tu t'éclates dans ta mission. On les challenge tous les 2-3 mois sur les KPI qui sont un peu plus intéressants. C'est entre la promesse qu'on t'avait dit et la promesse en arrivée. Est-ce qu'elle est mieux? Est-ce qu'elle est inférieure? Comment tu te sens avec tes collègues? Comment tu te sens avec la direction? Et on a vraiment une transparence là-dessus. On va les challenger sous forme de séminaire ou de questionnaire mensuel.
En fait, nous, dans nos grilles, on a des grilles de salaire fixe et après, c'est le TJ, ton taux journalier moyen, qui va faire que tu as un package différent. Mais après, que tu sois un homme, une femme, tu sais que quand tu viens chez Hooper, tu vas arriver, tu as tel niveau d'expérience, tu vas avoir tel salaire. C'est pas à la tête, bonjour Nicolas, c'est pas à la tête de la personne, tu vois, de tel consultant, ah bah tiens, là il a tel... Non, tu vois, il était à tel salaire, ce que j'ai connu dans d'autres boîtes, il était à tel salaire et donc du coup, on va lui donner autant parce qu'il fait 2% ou 5% d'augmentation. Non, là on a des grilles de salaire fixe, donc on a peut-être des personnes chez nous qui étaient à 40K, qui sont arrivées chez nous, ils sont à 54 direct, tu vois, sans négociation. Et après, on sait très bien que les ESN, au final, c'est l'économie qui va primer. Là, en ce moment, on le voit tous, les sujets un peu de diversité, d'inclusion passent à la trappe parce qu'aujourd'hui, on est en mode faut placer le maximum de personnes. Ce que j'apprécie chez Incito, c'est qu'actuellement, on est en train de développer le partenariat Urbilogue. Urbilogue travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap et nous, on va les positionner chez nos clients. Côté client, c'est aussi intéressant pour eux. Et puis nous, de pouvoir les aider à s'épanouir sur une mission en freelance, c'est aussi hyper cool. En effet, il n'y a pas de sujet de genre du tout dans les TJM. On a des grilles clients. Nos taux de marge sont connus et transparents dès le début. Donc un freelance, il sait pertinemment à quel tarif il est donc lui acheté et revendu chez le client systématiquement. Il n'y a vraiment pas de sujet de genre. Enfin, ça me viendrait même pas l'idée en fait. Que moi, je suis chez Zenica. On a une communauté empowerment pour les femmes qui fait un beau travail. Et c'est vraiment les femmes pour les femmes. Il y a quelques hommes qui viennent, qui sont des super soutiens. Mais c'est vraiment créé par les femmes pour les femmes. Après, dans les résultats, voilà, il y a des moments où, quand on regarde l'équipe de direction, on se dit quand même qu'il y a des petits soucis, quoi. Ils sont très sympas, je les aime beaucoup, mais bon. Nous, on tisse un réseau d'artisans, donc à chaque fois en local, parce qu'on est sur toute la France. Et donc à chaque fois, on va venir tisser un réseau d'artisans en local pour répondre aux besoins du client. Et donc, ça va déjà être ça, de choisir des artisans qui travaillent bien, qui ont envie de promouvoir et de développer leur activité. Donc, il y a ce biais-là aussi, le biais économique territorial. Et le traiteur en lui-même, il peut agir sur le local de la même manière, en se fournissant chez des agriculteurs, chez des fromagers, qui sont aussi en local et qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Ouais, il y a l'inclusion, en sachant que dans le milieu de la tech, c'est très compliqué. L'inclusion, parce qu'on a un passif avec beaucoup de biais de par la manière dont les recrutements se sont passés depuis très longtemps. Donc je pense que l'inclusion dans la tech, c'est principalement changer nos manières de faire les embauches, changer la manière dont on recrute les gens, s'ouvrir beaucoup plus de critères. D'ailleurs, je pense beaucoup aux reconversions. Moi, j'ai eu des collègues qui venaient de reconversion et généralement dans la tech, la reconversion, c'est vraiment un succès parce qu'à partir du moment où tu as une carrière un peu scientifique ou juste un mode de fonctionnement qui est assez cohérent avec le développement, et en fait, basculer sur du développement, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, pour moi, vraiment, l'inclusion, c'est tout ça et c'est des choses qui doivent beaucoup être faites pour moi sur le recrutement et puis aussi animer toutes les autres thématiques. Alors du coup je m'y connais pas forcément mais je sais que par exemple aussi l'État français va faire en 2026, si je dis pas de bêtises, quelque chose sur les salaires pour qu'on soit tous un peu plus sur le même pied d'égalité, donc ça des visages sympathiques. J'espère que ça commence à disparaître et qu'il y a des gens qui se mettent en place justement avec les certifications et que ce soit vraiment bien surveillé tout ça. Je m'y connais pas beaucoup plus donc je peux pas forcément en parler. En vrai, le greenwashing, les gens ont dénoncé ou pas. C'est vrai que c'est dur quand tu es dans une boîte d'aborder ces sujets-là. T'es un peu regardé, quoi. Les gens sont pas super à l'aise. Mais on a eu plusieurs réponses intéressantes. Notamment, je pense qu'une réalité qui était pas claire pour moi, c'était que les labels EcoVadis, en particulier EcoVadis, c'est souvent passé parce que les clients l'exigent. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça répond à la question sur la double matérialité. C'est-à-dire que nous, on pollue, mais les clients, ils polluent encore plus avec les outils qu'on met dans leurs mains. Et en fait, le fait que les clients exigent ces labels RSE-là, ça montre qu'ils sont impliqués dans la démarche, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le plus souvent, les actions ou les actes liés à la RSE, ils sont pris avant les labels. Et le label vient plus concrétiser finalement une série d'actes et d'actions. Faire le label, c'est cher déjà, ça coûte des sous. Mais s'il faut se mettre en conformité, il faut changer l'organisation pour entrer dans le label, généralement ça coûte beaucoup trop cher pour le faire, quoi. Le EcoVadis, il est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont bronze, silver, or, et donc ça donne un peu une notion de sur quoi progresser, sur quoi avancer. Sur l'égalité salariale et sur l'égalité sociale, finalement, sur l'impact social, je m'attendais pas à ce qu'on parle de l'associatif, mais c'est hyper intéressant. On va parler des organisations open source et des organisations qui sont ouvertes. Ça, c'était intéressant.
intéressant aussi et c'était inattendu. Je pense que ce qui a le plus été important, c'est les grilles de salaire et l'obligation à la transparence des salaires dans les annonces qui arrive pour 2026 est revenu plusieurs fois. Là, c'est pour le plus souvent les grilles de salaire et l'obligation à la transparence. Et il y a même un intervenant qui a mentionné que les grilles de salaire, ça permettait de débiaiser la rémunération et la politique RH. Donc c'est vraiment chouette que ce genre de conversation-là, ça existe et que ça vienne normal. Ça, c'est le truc qui parle le plus aux collaborateurs. Il y a un manager qui a mentionné que les managers eux-mêmes étaient formés à la discrimination, enfin à ne pas discriminer, et étaient formés aux préjugés de genre, etc. Ça, c'est cool et pour moi, c'est indispensable. Et c'est vrai que les collaborateurs le voient pas forcément. Par contre, ce qu'ils voient en pratique, c'est quand il y a des femmes à la direction. Ça leur montre bien qu'il y a une égalité des chances. Tout le monde peut arriver à progresser. Alors que quand il n'y a que des hommes à la direction, généralement, c'est perçu comme une inégalité des chances et c'est perçu comme quelque chose qui vient à tous les niveaux. Hein. C'est pas que à la direction. Sur la question sur Total, elle était intéressante aussi parce qu'on a eu tout comme réponse. On a eu des gens qui disent bah non, moi ça m'embête vraiment. Je veux bosser dans une boîte qui a pas le sujet. Il y a des gens aussi qui m'ont dit qu'ils étaient ok à baisser leur salaire si c'était pour bosser dans une boîte plus éthique. Et des gens qui m'ont dit ben Total va dans tous les cas dépenser son argent autant qu'il les dépense avec un prestataire qui soit plus éthique. Et en soi, c'est déjà une bonne réponse. Il y en a d'autres qui m'ont dit mais en fait c'est ok de bosser chez Total aussi si on les aide à réduire leur impact, on peut pas juste arrêter de bosser avec eux. Et c'était carrément les réponses que je cherchais. La question elle est provocante, elle peut même paraître stigmatisante pour Total, mais les réponses étaient carrément dans le sujet quoi. En fait de manière générale, les gens avec qui j'ai parlé, ça se voit qu'ils étaient sincères dans leur démarche. Ceux qui étaient pas sincères dans leur démarche, ils ont finalement évité les questions, ils ont pas voulu y répondre. Sur les engagements et les actes RSE, finalement les devs ils nous parlent souvent de l'impact carbone des serveurs, de l'impact du Green IT, de l'éco-conception, etc. et de l'accessibilité. C'est déjà chouette en vrai que les gens ils en parlent, mais le sujet qui est l'impact social des ESM, leur inclusivité, l'égalité au sein des organisations sur la partie sociale, reste quand même un sujet qui est clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est évident, c'est le premier sujet en premier lieu, alors qu'il y en a d'autres pour qui c'est je sais pas, j'y connais rien, etc. Et je pense que dans l'ensemble, il y avait un peu ce ressenti-là, comme quoi ça pourrait aller plus vite ou ça pourrait être plus précis, ça pourrait être mieux quoi. Sinon l'événement est toujours aussi chouette. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'organisation. Donc vraiment bel événement et prenez vos places l'an prochain, n'hésitez pas. Let's go, c'est parti.